Bonjour à toutes et à tous. Un suspect a été arrêté hier par la police de Louga pour le meurtre de Khadidiak. Il s'agirait de son petit ami âgé de 23 ans. D'ailleurs, c'est lui qui dirigeait les recherches dès que la jeune fille a été portée disparue. L'enquête se poursuit toujours pour connaître le mobile du crime. Il nous a informé notre correspondant Omar Kairé qui est allé aussi chez la famille de la victime où il y a la tristesse à Louga après la mort de leur fille Khadidiak portée disparue avant d'être retrouvée ligotée dans une fosse septique. Son père préfère rester serein et pieux face à cette tragédie. N'est-ce pas, Omar Kairé? Difficile à avaler. Chez la famille de Khadidiak, parents et proches sont toujours sous le choc après la mort de la jeune fille. Mais en bon musulman, le père de la défunte s'en remet à Dieu. Dieu nous l'a donné et Dieu l'a reprise. De ce fait, nous rendons grâce à Allah et prions pour le repos de son âme. Retrouvée morte dans des conditions monstrueuses, le vieux Saliou Diak préfère toutefois retenir l'image positive que sa fille dégageait à tout moment. Elle était une fille exemplaire, qui avait beaucoup de qualités. Elle respectait aussi son travail. Je continuerai toujours à prier pour elle. L'enquête de la police pour élucider les circonstances de la mort de Khadidiak est toujours en cours. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Omar Kairé, cette enquête est toujours en cours et vous nous avez informé qu'aux dernières nouvelles qu'on a arrêté un suspect. Il s'agit de son petit ami âgé de 23 ans. Affaire Bofa Bayot, le collectif des familles des personnes interpellées dans le cadre de l'enquête est mis sur pied. Il a tenu sa première réunion publique au quartier Lindiane de Ziguinchor pour exiger à ce que le dossier soit vidé. Ses parents et proches envisagent de mener des actions pour bouger ce dossier judiciaire. Ousmane Sané, leur porte-parole, s'est confié à Amadi Khalilou Diémé. Nous voulons qu'il y ait une justice équitable parce que ces derniers-là ont été arrêtés pendant 3 ans de cela. Et que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à savoir la cause de cette détention-là. Et que l'État du Sénégal, par ses autorités judiciaires, ils avaient pris les médias en son temps pour nous dire oui, ils ont arrêté les gens qui ont commandité cette tuerie-là. Mais ce que nous, parents, ce que nous ne comprenons pas, et cela fait maintenant 3 ans que ces derniers-là, ils sont enfermés. Et qu'il n'y a plus, on ne connaît pas pourquoi cette lenteur-là. Et ce que nous réclamons aujourd'hui, qu'il y ait une justice équitable. Et que ces gens-là, si ces gens-là, oui, ce qu'ils ont dit au départ, que ces gens-là sont mêlés dans cette tuerie-là, que ces gens-là puissent être jugés ou bien libérés. C'est ça que nous réclamons aujourd'hui. Oui, je persiste et je signe qu'il y a eu vraiment... La loi n'a pas été dite sur ce dossier-là. Parlons à présent des populations du village de Nianar dans la commune de Sanyara qui fustigent l'injustice dont elles se disent victimes. Pour se faire entendre, elles ont arboré des brassards rouges et battu le macadam. Les manifestants ont aussi tiré à boulet rouge sur leur maire qui, selon eux, n'a respecté aucun de ses engagements, suivant les précisions de Tchernodaf. Contre l'injustice qui leur est faite, les populations du village de Nianar arborent des brassards rouges, envahissent la rue, battent le macadam et crient le ras-le-bol. Toute la population de Nianar est sortie en masse pour s'exprimer le ras-le-bol de l'injustice qu'on a vécue pendant des années et des années. Nianar, il est à 7 km de Sanyara. À Louli-Bentening, c'est à 3 km. Les enfants quittent ici à 4 km pour aller à Louli. L'après-midi, ils descendent et ils vont aller puiser de l'eau avec des charrettes. Donc même pour apprendre les leçons, ça le cause des problèmes parce qu'ils n'ont pas de lampe électrique. Les locaux exigent également de l'eau de qualité et en quantité, mais aussi de l'électricité. On veut du courant à Nianar, on veut de l'eau à Nianar. Même la santé, vous voyez la carte de santé qui est là-bas. Il n'y a même pas de paracétamol à l'intérieur, ni de l'alcool. S'il y a un cas d'urgence, on est obligé de prendre des charrettes pour l'acheminer à l'hôpital de Louli. Et vous avez vu l'état de la route. Ça ne nous permet même pas de passer là-bas. Durant l'hivernage, il y a partout de l'eau.
Les populations mettent en cause leur maire qui, selon elles, n'a jamais tenu ses promesses. À chaque fois qu'ils viennent ici, ils nous disent qu'ils vont mettre de latérite sur la route. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. On indexe le maire parce qu'il est au courant de ce qui se passe dans le village. À chaque fois qu'il y a des élections, il vient ici pour nous faire des promesses. Et jusqu'à présent, depuis qu'il est ici jusqu'à présent, il n'a rien fait de ce qui est concret pour notre village. Nyanyar est logé dans la commune de Sandiara, distante de 7 km. Mbour, Tchernodaf, Walfadri. Autre mouvement d'humeur, Tchernodaf, ce sont les populations de Santh-Galgouni dans le département de Kaffrine qui ont battu le pavé et réclament l'électrification de leur village et le bitumage du tronçon qui les sépare de la route goudronnée à Sanba. Les habitants de Santh-Galgouni, village situé dans la commune de Katiot dans le département de Kaffrine, sont de très remontés contre la Sénélec ERA, société chargée de la distribution de l'électricité. Ni l'une, encore moins l'autre, ne parvient à les satisfaire. Le courant est arrivé à Santh-Galgouni depuis 2003, au forage. En 2012, une installation à moitié au niveau du village géré par la Sénélec. Par ailleurs, cette dernière ne parvient pas à dépasser 32 compteurs et le chef d'agent de la Sénélec a reçu une circulaire lui disant de ne peut plus augmenter une seule compteur au niveau du village. Par la suite, les populations, par un vote en majeur de la société ERA, ont fait un nombre d'abonnements, plus de 300 compteurs depuis novembre 2020. ERA n'a fait une seule acte pour satisfaction. Nous exigeons cette lenteur dans l'exécution de la démarche administrative. Situé à 4 km de la route, ces citoyens demandent à ce que ce tronçon soit bitumé pour leur faciliter leur déplacement. On veut que la route soit bitumée pour permettre aux 5000 habitants que compte le village de voyager dans de meilleures conditions parce que seuls 9 km nous séparent de Kaffrine et nous le rappelons encore une fois aux autorités compétentes. L'extension du réseau électrique dans le village, jugée trop partielle par ces populations, une équation qui les pousse à appeler toutes les parties concernées, sociétés, autorités administratives et municipales, à statuer sur leur cas pour permettre aux nombreux ressortissants de Santh-Galgouni de revenir investir dans le village et de ne plus acheter le sachet de glace à plus de 300 francs CFA. Santh-Galgouni, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Éducation, l'université Hassan Sek de Ziguinchor, toujours en ébullition. L'intersyndicale qui regroupe tous les travailleurs de l'institution a observé ce matin un sit-in pour exiger du ministre de l'Enseignement supérieur un versement dans les meilleurs délais, le milliard qu'il doit à l'institution, ainsi que l'achèvement des chantiers pédagogiques en construction depuis plusieurs années. L'intersyndicale menace de perturber la rentrée universitaire si le ministre ne satisfait pas leur doléance. Les élèves du lycée des Parcelles Assainies Unité 14 sont en grève de 112 heures. Ils déplorent leurs dures conditions de travail dues à des travaux inachevés des bâtiments depuis 5 ans. Ils menacent dès lundi de déloger toutes les écoles publiques des Parcelles Assainies si rien n'est fait par les autorités. Écoutons Abdou Khadre Gueye Diop qui porte leur voix au micro de Théodore Semedo. Apparemment, l'élément n'est pas disponible. Nous vous promettons d'y revenir tout à l'heure, donc, avant de boucler ce journal. Démolition des cantines installées près de la mosquée Masjidul Rasoul de Sacré-Cœur 3. Les commerçants montrent leur amertume et pointent du doigt Barthélémy Diaz. Ils demandent un dédommagement dans ce reportage de Serigne Gueye. Ils sont très remontés contre le maire Barthélémy Diaz après le déguerpissement de leur cantine près de la mosquée Masjidul Rasoul de Sacré-Cœur 3. Ces commerçants disent qu'ils n'ont eu qu'un délai de 48 heures pour quitter les lieux où ils ont fait plus de 10 ans. Ablaye Ba porte leur parole. Avant de nous déguerpir, il fallait au moins nous sommer de quitter les lieux des mois avant. Dans ce cas, on aurait pu trouver où nous recaser. En seulement 48 heures, nous demander de quitter les lieux où l'on a passé plus d'une vingtaine d'années. Je pense que c'est injuste. Après le passage des bulldozers, ils font le bilan des dégâts. J'avais construit ma cantine à 500 000 francs. Après mon dernier inventaire, mes marchandises sont estimées à 3 800 000. Moi,
Quand j'ai perdu 20 millions, je tenais ici une boutique de cosmétiques et comme vous le savez, les produits cosmétiques sont excessivement chers. Au nombre d'une dizaine, ces commerçants disent ne plus reconnaître le maire de Mermoz Sacré-Cœur qui avait hébergé les déguerpis de Terme Sud. Barthélémy Diaz est tout le temps à la télé pour défendre la démocratie, lutter contre l'injustice. Il avait même hébergé les déguerpis de Ouakam. Aujourd'hui, c'est ce même Barthélémy qui déguerpit les citoyens de sa propre commune. Ça ne peut être appelé que deux poids, deux mesures. Dans le désarroi, ces commerçants supplient le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Ils veulent un dédommagement pour reprendre leurs activités. La sortie de Barthélémy Diaz augure des tensions au sein de la coalition Taxawu Sénégal. Le journaliste analyste politique Babacar Dione, qui parle ainsi, s'interroge sur la capacité de l'ancien maire de Dakar d'unir ses militants. Babacar Dione est interrogé à ce propos par Safiatou Cissé. Ce serait quand même trop vite aller en besogne que de dire que Barthélémy Diaz n'est plus en odeur de sainteté avec Khalifa Ababacar Sall. Par rapport à ces élections locales, on a toujours entendu Barthélémy Diaz même se positionner par rapport à la mairie de Dakar. D'autant plus que par rapport aux actes qu'il a dû poser, Khalifa Sall n'est plus intéressé par la mairie de Dakar. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de dire, c'est l'entente même au niveau de Taxawu Dakar plus précisément. Parce que Soham Wardini est en train de continuer un mandat de Khalifa Ababacar Sall. Comme elle est restée fidèle quand même à Taxawu Dakar, les gens se disaient certainement qu'elle allait être réinvestie. Je crois que le problème se pose à ce niveau, mais pas peut-être dans ses rapports avec Khalifa Ababacar Sall. Moi, je crois que ce qu'on a reproché à Khalifa Sall, c'est de ne pas avoir été clair par rapport à sa position au niveau de l'opposition. Hier, on a clairement entendu Barthélémy dire qu'il ne se reconnaissait pas dans la ligne de position de l'opposition. Est-ce que Khalifa Sall en faisait partie? Oui, on peut toujours se poser des questions, mais Khalifa a bien raison d'être clair par rapport à sa position. Si on est dans l'opposition, on le montre, oui, à tout le monde en disant que je suis pas avec le président Macky Sall. Maintenant, les gens ont l'impression que tant que le sommet ne change pas, il n'y a pas de renouvellement. C'est tout à fait faux. Aujourd'hui, les jeunes s'affirment dans les partis politiques et je crois que vous verrez par rapport aux prochaines séances électorales, surtout locales, que des jeunes vont s'affirmer dans les localités. Parlons toujours de cette candidature de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar. Les citoyens rencontrés saluent son engagement. Pour eux, le fils de Jean-Paul Diaz et maire de Mermoz Sacré-Cœur peut amener le changement dans l'arène politique. Leur réaction dans ce reportage de Mélanie Aminata Sambo. Personne ne m'empêchera d'être candidat à la mairie de Dakar. Personne. C'est ainsi que Barthélémy Diaz a officialisé sa candidature à la mairie de Dakar. Valentin salue son courage. Pour ce Dakarois, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a le profil de l'emploi. Chaque homme a ses ambitions. Et si en réalité, Barthélémy, dans ses propos que nous avons tous écoutés, veut la mairie de Dakar, je crois que c'est possible parce que c'est un homme de parole, véridique d'ailleurs, et c'est un humaniste. Il veut le changement quand même et le pays en a besoin actuellement. Et en réalité, je crois fermement qu'il peut le faire. Le changement est possible avec le fils de Jean-Paul Diaz, affirme cet homme. Parce que c'est un gars qui est bien et puis en plus il est beaucoup aimé. Moi je le conseille toujours, il n'a qu'à collaborer avec les enfants et puis il suivait des gens. Ce Sénégalais de la diaspora, lui, n'hésiterait pas à voter pour lui. Voter ça. Barthélémy Diaz est capable de gérer la mairie de Dakar. Je n'hésiterai pas à voter pour lui. Il a le profil. Barthélémy Diaz, candidat à la ville de Dakar pour les élections locales, une décision saluée par les Dakarois rencontrés. Le spirituel et le temporel, deux entités avec une très grande influence dans le quotidien des Sénégalais. Interrogé sur les rapports historiques des pouvoirs religieux et politiques, Ibrahim Sène du PID a passé à la loupe ces rapports et considère qu'ils ont toujours été des stabilisateurs. Imam Kanté, en sa qualité de religieux, est aussi revenu sur ce que devraient être ces rapports. C'est un reportage de Patemek. Les rapports qui lient les politiques et les religieux passés à la loupe par Ibrahim Sène du PIT, il est revenu sur l'historique de ces relations et considère que les chefs religieux ont toujours joué le rôle de stabilisateur. L'histoire montre qu'en période non électorale, les religieux ont toujours joué le rôle de stabilisateur et de conciliateur dans la société.
il était clair que Serigne Fallou était électoralement pour Senghor, Tivaouane était électoralement pour Lamine Gueye. C'était clair. Les prises de position étaient publiques. La dernière intervention politique ouverte en matière électorale de Touba s'est arrêtée en 1988. Pour M. Sen, ce sont les politiques qui doivent arrêter de médiatiser les audiences avec les chefs religieux pour épargner les calomnies. Donc chacun aille les voir dans la discrétion, pas en faire une occasion de propagande politique, parce que ceux qui le font, ils se tirent une balle sur le pied. L'imam Conté revient sur ce que devraient être ces relations. Selon lui, il ne pourrait jamais avoir une séparation. Ces relations doivent être bâties dans l'intérêt général du pays, dans le sens de la stabilité du pays, de la gouvernance basée sur la justice, de la cohésion nationale. Il ne pourra jamais y avoir une séparation, mais il faut de temps à autre une concertation, mais chaque autorité étant dans son domaine de prédilection, dans son domaine de compétence. Le spirituel et le temporel, deux dimensions qui interviennent dans le quotidien du Sénégalais. Les politiques essaient souvent de profiter de leurs relations avec les marabouts, ce que déplorent nos interlocuteurs. L'immigration clandestine continue de faire déferler des vagues d'indignation. En attestent les 8000 migrants provenant du Maroc qui ont regagné l'Espagne par la nage et la marche. Boubacar Sey d'Horizon Sans Frontières se désole de la dimension humaine qui a été mal gérée par des États au détriment des pauvres migrants. Il est au micro de Mamoudia Gassama. Nous regrettons beaucoup ce qui se passe actuellement entre le Maroc et l'Espagne dans l'enclave de Ceuta et Melilla. Car au-delà de la dimension politique de cette affaire, il y a une dimension humaine qui est très importante. Horizon Sans Frontières appelle les parties à prendre en compte cet aspect dans l'analyse de la situation présente. Malheureusement, dans cette affaire, ce sont les pauvres migrants qui font les frais d'un différend dont ils ne maîtrisent ni les tenants et les aboutissants. Voilà, nous vous l'annoncions. Les élèves du lycée des Parcelles Assainies Unité 14 sont en grève de 112 heures. Ils déplorent leurs dures conditions d'apprentissage dues à des travaux inachevés de bâtiments depuis 5 ans. Ils menacent dès lundi de déloger toutes les écoles publiques des Parcelles Assainies si rien n'est fait par les autorités. Suivant ce compte-rendu de Théodore Semedo, l'élément n'est pas apparemment en place. Donc, nous y reviendrons au cours de l'édition en Wolof. Le round-up de l'actualité internationale qui nous mène au Mali pour parler de cette poursuite des consultations en vue de la formation du futur gouvernement. Plus de 8000 migrants sont arrivés en Espagne et Colombie. Le mouvement social prend de l'ampleur. La police épinglée pour la violente répression. Une synthèse de Mamoudia Bikassamo. Le Premier ministre malien Mokhtar Ouane, reconduit dans ses fonctions, a poursuivi mardi les consultations en vue de la formation du futur gouvernement. Une délégation de l'ancienne majorité de la société civile ont été reçus. Le M5-RFP, mouvement politique qui a participé à la chute de l'ancien président Ibeka et qui est très critique vis-à-vis de la transition, est allé en rang dispersé. Ainsi, l'Union pour la République et la démocratie, principal parti du M5, a annoncé au Premier ministre sa ferme volonté de l'accompagner dans la formation de la nouvelle équipe. Plus de 8000 migrants ont traversé depuis lundi la frontière avec l'Europe pour arriver à Ceuta. L'Espagne, qui a donné ces chiffres mardi, assure avoir renvoyé la moitié d'entre eux au Maroc et annonce l'envoi de nouveaux renforts des forces de l'ordre sur place. Cette arrivée massive de migrants intervient sur fond de crise diplomatique majeure entre les deux pays. Un mouvement social secoue la Colombie depuis 3 semaines. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce mercredi. Depuis le 28 avril, pas un jour ne passe sans manifestation et heurts avec la police. Des dizaines de personnes sont mortes en marge des rassemblements, certaines lors de tirs à balles réelles des forces de l'ordre. Tout est parti du rejet de la réforme fiscale, mais à présent, le gouvernement fait face à un mouvement de contestation beaucoup plus large. Et tout de suite, le dernier virage de ce journal, Ramatoulaye Sarr, pour nous parcourir les journaux. Bonjour.
Bonjour. Rupture de gaz anesthésique dans les hôpitaux. Médecins et patients perdent leur souffle. Le titre Wolf Quotidien qui renseigne que la PENA est testée positive à un déficit de com. À la page 4 de renseigner ma concerne et ma Getsey, certains hôpitaux préoccupés par la Covid-19 craignent également l'hécatombe à cause de la rupture des gaz anesthésiques. D'où les renvois presque systématiques ces jours-ci dans les blocs opératoires, ce qui file la grande frousse aux médecins. Si l'on y prend garde de poursuivre ma consoeur, les patients risquent de tomber comme des mouches dans les blocs opératoires, d'où le cri de cœur du docteur Souleymane Maïga. Le journal de la Cité, ce lundi à Abbas Ndao, tous les patients que je devais opérer ont été renvoyés faute de gaz anesthésique. À l'hôpital de Fan, au service ORL, on a fermé la deuxième salle faute de gaz anesthésique. On se débrouille avec le sevoflurane qui est périmé de surcroît pour opérer les urgences. C'est cela la vérité. Fin de citation. À travers un post sur la page Facebook des médecins du Sénégal, docteur Souleymane Maïga laisse sointer toute son impuissance et ses inquiétudes sur les risques réels de perte en vies humaines. Au Sénégal, obsuit-il, pourquoi ne parle-t-on pas de la rupture des produits anesthésiques, les produits qui font dormir les malades lors des opérations? Donc, on attend de vivre le pire pour venir jouer aux sapeurs-pompiers. Les malades sont entrés dans une colère à cause de ces renvois systématiques, fulmine Dr Maïga. Un concert d'indignation où ce sont les chirurgiens, les anesthésistes qui donnent le tempo. C'est comme si le ministère de la Santé nous a jeté un mauvais sort. Lance encore ironique ce Toubib. En écho, son collègue Lamine Touré d'assez sévérité. Je suis bouche bée depuis que l'adrénaline est en rupture au Sénégal. Malheureusement, nous n'avons pas de système de santé. C'est une grosse farce. Des déclarations qui font péter le câble aux responsables de la communication de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Et à Tenarandoy, justement, il faut dire la vérité aux Sénégalais. Ces produits sont bien disponibles à la PENA. Si l'information n'a pas été reportée à votre niveau, ce n'est pas de notre faute. Fin de citation. Autre information, dans Wolf Quotidien toujours, il s'agit de ces obstacles au financement des économies africaines. Macky qui crache ses vérités lors du sommet qui s'est déroulé hier à Paris. Sud Quotidien embauche la même trompette, relance des économies africaines via les droits de tirage spéciaux. Macky Sall instruit le G20. Macky veut 2 doses selon le quotidien du groupe Avenir Communication qui le cite. Nous plaidons pour l'affectation de 100 milliards de DTS, droits de tirage spéciaux, au lieu de 33 à l'Afrique. Il faut lever les contraintes pour que l'Afrique puisse produire des vaccins contre le Covid. L'AS dans la même veine enchaîne sommet de Paris sur le financement des économies africaines, les vérités de Macky aux puissances occidentales. Le chef de l'État laisse savoir qu'il y a 3 obstacles majeurs qui plombent tous les efforts des pays africains. Il s'agit selon lui du plafonnement de l'endettement à 70% du PIB pour les pays membres de l'UEMOA, du seuil de 3% du déficit budgétaire à ne pas dépasser et du coût élevé des primes d'assurance à cause d'une perception exagérée du risque d'investir en Afrique. Moment choisi justement par Macron dans la tribune pour humilier tout un continent selon mes confrères avec ce New Deal pour la relance de l'économie africaine. La solution, conseille-t-il, du développement du Sénégal et de l'Afrique ne saurait passer par la France. L'Afrique doit lutter contre les systèmes corrompus, la prévarication, les détournements. 24 heures à son tour d'ouvrir sur quand une main applaudit. Le président de la République rapporte mes confrères Macky et son gouvernement ou son système doivent impérativement renoncer à croire qu'ils sont les seuls détenteurs de la vérité économique et politique. Et nous enchaînons avec l'Observateur toujours parlant France-Afrique, le New Deal de Paris, le chef de l'État, les axes de la dynamique novatrice et le plan Marshall pour le continent. Autre information dans le journal de la rue 15 Angle Corniche, il s'agit de ces dossiers Petronor, Barrick Gold, Centrale de Sendou, l'État face à la justice internationale. Changeons de quotidien et de tempo. Il s'agit de Source A en direction des prochaines élections locales. Note Raph Barth le clash lors des différentes réunions en visioconférence avec les siens. L'ancien maire de Dakar a refusé de donner des instructions pour qui que ce soit. L'ex-pensionnaire de Rebeuss estime qu'il revient aux membres de la coalition de choisir de façon collégiale celui qu'ils estiment être à même de remporter le plus de postes de conseiller avant d'en discuter avec l'opposition. Restons sur le registre politique avec Enquête qui titre sur Benno Bokeyakar, l'équation réunie. Et nous enchaînons avec Amadouba qui jette le masque dans critique, défi politique ou délit d'ambition. C'est la question qui est posée. En tout cas, retenez que l'ex-ministre des Finances dément et précise en ces termes: j'appartiens à un parti politique organisé. Et ce n'est pas tout. L'évidence enchaîne avec Omar Gueye dans l'œil du cyclone. Acte 3, découpage administratif, Bambilor, Kermassar, Guédiawaye, Pikine parlant. Les quotidiens ouvrent sur le conseil d'administration de Petrosen. En pleine réunion, le gaz explose. Loin d'exploser, il en manque gravement dans les zones rurales et zones urbaines. Il s'agit du liquide précieux qui met le feu aux poudres, indique Réumi Quotidien qui livre les vérités du Khalif de Tivaouane sur les travaux d'assainissement. Et nous passons au quotidien national Le Soleil qui propose un hors-série de 40
42 pages, un tour du pays pour un bilan décennal. PUDC, Puma, Promoville, CSA, CMU, PNBSF, DGPSN, CSA, ANPEJ, DER, Macky Sall, le social au cœur, son œuvre décennale en politique de développement communautaire, d'équité sociale et territoriale. À lire ce matin dans le quotidien national en hors-série de 47 pages. Et nous passons au sport avec Stade. Tout d'abord, Coupe de France, finale de prestige de vertige. PSG Monaco, qui peut tout perdre, de s'interroger mes confrères, tandis que nous bouclons avec Sunulamb où Mbaye Boy, coach du B52 de Mbour, indique les jeans de Balagaï 2 ont peur de Bombardier. Revanche démarchée par Gaston Bang, Tafatine, ok, Bombardier a-t-il peur de son bourreau? Question, bonne lecture à tous. Merci à vous.